Le grand entretien, donc, je vous le disais tout à l'heure, j'ai sur ce plateau Madame Kadiatou Konaté. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, très En bien. forme? Ah, comme toujours. En pleine forme, hein? Je pense. Vous pensez? En tout cas, vous êtes radieux ce matin. Merci. Merci beaucoup voilà, d'avoir répondu présente à notre appel, à notre invitation. Donc, on va commencer avec la rubrique Le Grand Entretien, juste par exception pour vous. Ah, bah, je vous dis merci. Donc, voilà, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, mais je pense pas qu'il y en a quand même en Guinée qui ne vous connaissent pas, mais en tout cas, on va un peu faire le récap de votre parcours. Donc, voici donc un aperçu de son parcours et de ses actions. Féministe engagée depuis son adolescence, elle s'investit dans la lutte contre le mariage forcé et l'excision et les violences basées sur le genre. Elle cofonde en 2016 le Club des jeunes filles leaders de Guinée qui compte plus de 500 membres à travers le pays. Rôle dirigeante, présidente par intérim du club, puis directrice exécutive en 2021. À début 2024, elle a orchestré des campagnes de sensibilisation, des ateliers et interventions dans les écoles et les marchés sous sa direction. Plus de 183 mariages d'enfants ont été empêchés, 3854 discussions organisées et près de 395 victimes de violences accompagnées. Reconnaissance nationale et internationale, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ne la connaissent pas. Hein? Lauréate du prix A2 Africa du leadership féminin, nommée meilleure ado 2020 par l'Actu France, prix de la meilleure activiste féminine en Guinée en 2019, prix de l'espoir féminin en 2022 et son organisation reçoit le prix Liberté 2023 en Normandie. Donc, transition récente, en janvier 2024, elle passe le relais à Oumou Kairi Diallo et en novembre 2023, elle devient conseillère des droits humains chez Rio Tinto Simfer, auteure et historienne. En avril 2025, elle publie Les mères de la liberté, femmes et lutte pour l'indépendance en Guinée, un ouvrage retraçant le rôle des femmes de l'indépendance guinéenne. C'est bien vous? Oui. Oui. Enfin, votre parcours, moi, je vais dire que j'ai entrecoupé parce que j'avais tellement à dire que je me dis, si je dis tout ça, alors on va finir le grand entretien. On n'a pas fini de parler de vous. Alors, on va récapituler. Pourquoi, déjà à l'adolescence, parce qu'avec tous les ados normaux, ils commencent par autre chose. Pourquoi vous avez choisi l'activisme? Généralement, merci déjà pour l'invitation. C'est une plaisir. question pas hyper simple pour moi de répondre parce que c'est un truc dans lequel je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée tout simplement. C'était pas forcément hyper prédéfini de faire la chose. Mais comme je n'arrête pas de le dire, c'était un challenge que je voulais relever avec mon papa qui disait les jeunes ne foutent rien. Donc moi, je voulais prouver les jeunes foutent quelque chose. Et puis je suis allée chercher quoi faire. Puis j'ai rencontré Hadja à l'époque. Mais avant, quand j'étais encore plus jeune, je pense 12 ans et plus, j'avais pensé à mettre en place une organisation qu'on appelle Organisation des jeunes, non, Association des enfants pour des enfants. D'accord. Et donc, quand j'ai rencontré Hadja, donc on a échangé. Elle quittait le Parlement, elle devait quitter le Parlement à l'époque. Et puis moi, je pensais mettre mon asso en place. Et puis on avait une troisième Foulimatsou qui pensait mettre son asso en place. Et puis on s'est dit, OK, au lieu on s'est rencontrés et au lieu de faire chacune de son côté, et si on se mettait ensemble pour cofonder une organisation. C'est ça. Et bah donc, l'idée est venue comme ça. Et dans l'analyse, la création de notre asso, on a pensé à qu'est-ce qu'on peut faire différemment qui fatigue les filles et sur lesquelles on peut mieux se positionner. D'accord. Et donc, Hadja, à l'époque, a dit, écoutez, moi, je travaille avec le Parlement et souvent, les cas traités avec le Parlement concernent spécifiquement les filles. Et en tant que fille, quand on fait on utilisait le langage des enfants à l'époque, c'est maintenant, j'embellis ça avec le bon français. C'est ça. Il dit, mais vous savez, à l'école, c'est pas toujours simple parce qu'on fait face à telle situation. On se dit, bah tiens, et si on se consacrait que sur les questions qui touchent les filles, puisqu'on était des filles à l'époque adolescentes, 13, 14, 15 ans, et peut-être que ça pouvait nous aider. Donc, tout est parti de là. On a cofondé le club
au début, on était 7, maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes plus de 500 filles, et c'est plus, hein. Nous couvrons entièrement la Guinée, nous sommes dans toutes les régions administratives, nous sommes dans pratiquement maintenant toutes les préfectures, et puis dans les sous-préfectures. Mais moi, mon véritable déclic est venu du premier cas de mariage enfant qu'on a géré. D'accord. Alors, c'était un cas où, avec, on a contacté des services de protection qui nous ont dit, vu que le cas va se passer dans quelques jours, ben, c'est pas possible de venir en aide parce que c'est trop tard. Et on a appelé d'autres personnes qui nous ont dit la même chose. Et moi, j'ai dit, écoute, tu viens chez moi. Tu viens chez moi. Je sais pas comment on va régler le cas, mais tu viens chez moi. Donc, elle est venue chez moi et à travers mes parents, on a pu régler le problème. D'accord. En fait, je pense que le déclic est venu de là. Moi, issu d'une famille où tout est normal, on ne m'impose rien, je parle, je raconte ce que je veux, je fais ce que je veux. Et après, trouver des gens dehors pour qui ces choses ne sont pas normales et qui sont confrontés à des problèmes plus profonds, en fait, m'a fait comprendre que non. Donc, moi, mon réel déclic est venu de là. Sinon, le reste, je me dis que ça c'est juste tombé sur moi, comme on le dit. Mais le véritable déclic est venu de là. Et depuis lors, il y a plusieurs filles, en fait, qui nous ont contactés à travers le club pour nous dire de venir en aide. Donc, on a commencé à médiatiser, on a commencé à en parler via les radios, à travers la RTG, à travers d'autres médias. Puis voilà, c'est parti comme ça. Et vous disiez tout à l'heure que vous aviez été accompagnée au début par vos parents. Comment ça s'est fait? Alors, l'accompagnement de mes parents, c'est à deux niveaux, hein. D'accord. L'accompagnement de mes parents, c'est vraiment à deux niveaux. D'accord. Le premier niveau qui est vraiment exact, c'est que j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui écoutent, qui accompagnent, donc qui m'ont vraiment pas rendu la vie compliquée. D'accord. Donc, qui savaient ce que je faisais, surtout mon papa, donc qui accompagnait, qui était là pour m'écouter, parce que mon papa a longtemps travaillé pour les Nations Unies. Mon papa, il était chez UNICEF, ensuite UNFPA, ensuite CRS, donc il s'y connaît plus ou moins, et c'était pas forcément lié, hein, parce que souvent on dit, est-ce que c'est pas ton papa? Non, c'est pas du tout mon papa, c'est pas lié, mais il a compris. Par contre, maman, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. Il fallait accepter, hein? Maman, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. Parce qu'au début, laisser pour elle, elle a l'habitude de déposer ses enfants, c'est école-maison. Maison-école. Et donc, il y a un chauffeur qui est là, qui doit nous déposer à l'école, ou qui doit nous ramener, ou du coup, si on doit prendre le taxi, on le fait en groupe le matin. Les matins, non, mais les soirs, on rentre ensemble. D'accord. Et donc, pour elle, c'était compliqué qu'une adolescente comme moi, de 14 ans à l'époque maintenant, quitter l'école, prendre un taxi seul, à vaguer à mes occupations. Et moi, c'est maintenant, j'ai une fille, je me rends compte que, en fait, c'était pas du n'importe quoi qu'elle racontait. Donc, c'est venu comme ça. Et maman, elle était très perplexe à l'idée. Elle disait en termes de sécurité, c'était pas cool. En plus, je rentrais par moments tard parce que j'étais absorbée par les activités. Donc, je quittais l'école, je partais pour mes activités et elle ne partageait pas la vie. Finalement, elle a compris parce que papa mettait plus de pression et l'amenait à comprendre un peu ce que je faisais. Et on a plutôt pensé à comment sécuriser mes déplacements que de me dire d'arrêter. C'est ça, sécuriser le déplacement. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas totalement à l'abri quand vous exerciez ce rôle. Oui. Au-delà même du rôle, c'est maintenant, avec du recul, tu te rends compte que en tant que fille, femme, que tu sois jeune, que tu sois grande, que tu sois vieille, tu n'es jamais à l'abri des violences. À tout moment, un être qui se pense supérieur peut se donner le pouvoir, le droit, c'est soit d'abuser de toi, c'est soit te taper les fesses, c'est soit t'harceler en plein rue, c'est soit vouloir te parler du mal, parce que tout simplement, tu te présentes sans défense ou tu te présentes vulnérable, ça se passe et c'est avec du recul, tu te rends compte que la peur est légitime. La peur est légitime dans ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre parce que, en fait, en tant que femme, il y a cette question de vulnérabilité qui se pose, et qui est présente dans toutes nos actions, partout où nous passons. Parce que d'une manière ou d'une autre, qui que tu sois en tant que femme, en tant que fille, il y a des risques à tout moment que tu fasses... que tu sois en face, désolé de le dire, mais d'un salaud. Oui. Et pas désolé de le dire, moi je vais nous sommes à l'antenne, donc pour le respect de nos auditrices et auditeurs, au moins, ce sont des salauds. C'est ça. Et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce que vous dites en tant qu'activiste, en tout cas représentant la femme
ça fait des échos. Comment vous gérez? C'est la fameuse question, hein, parce que toutes les activistes, en tout cas, que moi j'ai reçu sur ce plateau, quand la question se pose, elles font. Je dis, ouais, ça là, ça. Mais en fait, surtout moi, ces derniers temps, j'ai fait face à beaucoup de cyberharcèlement. Oui, on l'a vu. Ben écoutez les gars, si vous m'écoutez, c'est pour vous dire vraiment, ça me fait ni chaud, ni froid, ni pourtant, froid. Ça encourage. Mais ça fait plaisir parce que en fait, ça montre que ça dérange. Et dans un système de lutte, quand le travail ne dérange pas, c'est que il y a quoi quelque part et que ça ne marche pas. Mais donc moi je dis ça dérange, et donc si ça dérange, c'est que le message passe. Les gens ont horreur d'un changement brusque. Et on ne peut pas faire un changement de système sans déranger qui que ce soit. On ne peut pas avoir une chose normale sans... En fait, on choque. On choque le système qui a toujours existé. Ce type d'éducation qui a existé, qui montre que la femme, c'est celle qui sait dire oui, c'est celle qui est douce, c'est celle qui est gentille, c'est celle qui est soumise, c'est celle qui ne sait pas dire non, c'est celle... Il y a cette caricature qu'on met sur la femme. Et donc, si toi, tu déranges et que tu sors de ce cadre-là, on pense que toi, tu es problématique. Bon, il y a des gens qui me disent, mais Kedjetou, toi, on pensait que tu étais très respectueuse et très calme. Mais apparemment, c'est pas le cas. Mon cher, c'est pas lié au respect, en fait. Interpersonnel, c'est tout à ton honneur. Je te dois de respect. Cependant, pour quelque chose qui dérange un système, mais je n'ai pas besoin de votre respect sur ce coup, parce que ça dérange, mais on continue à subir en attendant que vous validez. Tout à fait. Il y a cette question, comment on appelle ça, d'appartenance patriarcale qui se pose, et en plus d'appartenance patriarcale, de paternaliste des hommes qui se pose. Il faut qu'ils valident des choses, c'est-à-dire on supporte les femmes, mais n'oubliez pas que vous êtes des femmes. On écoute les femmes, mais n'oubliez pas que vous avez ce rôle de femme. C'est quoi ce rôle de femme dont vous êtes en train de parler? C'est quoi ce paternaliste-là que vous êtes censé valider ou pas, ce que nous sommes censés dire ou ce que nous sommes censés être? Et à la fin, on se demande, qu'est-ce que vous visez? Est-ce que pour qu'on évolue, on dit, ah, moi j'aime bien, les femmes doivent étudier parce qu'actuellement, les hommes n'aiment plus les femmes qui n'ont pas étudié. Mais est-ce qu'on étudie pour vous, les hommes? Ben non, c'est parce que les femmes ont compris qu'elles doivent étudier. Pour elles-mêmes d'abord. Les femmes doivent, je pense qu'elles doivent apprendre à se taire parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui parlent beaucoup. Mais gars, on ne se tait pas pour vous, là. On parle parce qu'on a envie de parler et non quelque chose qui est en lien avec vous. Ils doivent apprendre, et même les femmes, nous devons apprendre dans la globalité que chaque être humain, d'une manière ou d'une autre, doit avoir la latitude de vivre indépendamment de la volonté d'un être qui se croit supérieur et qui n'est même pas supérieur. Bon, bref. Qui se croit. Qui se croit. Voilà, qui se croit supérieur. En tout cas, ce sujet, on va commencer à parler, on va pas terminer déjà. C'est sur les réseaux sociaux, ça se vit, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, parce que le plus souvent, ce sont des personnes en face qui ne pourront pas vous aborder, avec lesquels vous ne pourrez pas parler d'un sujet très précis, et ils vont pas du tout vous comprendre ce qui est dans la tête. C'est ce que la société dit de la femme. Donc, ils sont obligés, en tout cas, de rester sur ce chemin sans trouver de véritable issue, quoi. Donc, on va un peu rebondir aussi sur le mariage des enfants. En ce moment, vous êtes plus centré sur votre travail à Rio Tinto Simfer, mais sans pour autant quand même délaisser vos activités. Voilà. Et comment ça se passe actuellement? Sur la question du mariage d'enfants, alors, comme vous l'avez dit, je ne suis pas trop, comme on le dit, je ne suis pas dans le bain. C'est ça. Mais à distance, je sais que les statistiques n'ont pas varié, parce qu'il faut le dire que les statistiques étaient à 63%, 54, 51. Maintenant, nous sommes à 49% selon l'enquête démographique sur la santé, l'été 2018, la dernière étude qui a été réalisée. Et en fait, ça montre quand même que les choses ont changé, parce qu'à l'époque où nous, on bousculait beaucoup, il y avait énormément de cas de mariage d'enfants, surtout pendant les périodes de vacances. Et c'était, il y a quelques jours, je réalisais un article qui avait été écrit sur notre travail et qui montre qu'on avait pu, j'avais oublié, mais qu'on avait pu sauver
je dirais pas sauver, mais on avait pu apporter assistance à une petite fille de 13 ans qu'on avait obligée à se marier à un monsieur qui avait déjà 3 femmes, parce que tout simplement, sa famille, c'est-à-dire la famille de cette fille, avait contracté un prêt, un prêt, c'est ça. Avait contracté un prêt avec la famille de ce monsieur, et bien comme il n'arrivait plus à payer, c'est-à-dire le père de famille n'arrivait plus à rembourser les crédits, il s'est proposé de donner sa fille en mariage à ce monsieur. Et c'est un monsieur de plus de 60 ans, je pense. Et voilà, le mariage a été contracté et la petite de 13 ans, c'est un fait réel, en fait, que le club a réglé. Je pense vers 2018 ou 2019. La petite se faisait battre par ses coépouses. Et je pense que tous les enfants du monsieur étaient plus âgés que la petite et elle se tapait toutes les tâches ménagères de la maison. Et il le comble, le monsieur essayait d'abuser d'elle. C'est extraordinaire. Et donc, nous, on a appris, c'était chaud parce qu'on nous disait, c'est pas votre problème. C'était dans un coin hyper reculé. Heureusement que nous sommes décentralisés avec le club. Donc, nous sommes parvenus à mettre main sur la petite, à l'amener à Conakry, à confier dans une famille, chez quelqu'un, de sa famille maternelle. Mais vous imaginez comment c'est fou, ces cas de mariage. Et l'autre chose, je sais que les mariages d'enfants font partie des premières causes de déscolarisation des jeunes filles. C'est-à-dire, dans les communautés, on dit toujours, on prépare la jeune fille à chercher un bon mari, qu'à chercher un bon travail ou à poursuivre ses études. C'est ça. Il y a toujours, je prie Dieu que tu aies un bon mari. On te dit jamais, je prie Dieu que tu puisses subvenir à tes besoins, que tu puisses évoluer professionnellement, que tu puisses t'accomplir toi-même. C'est, je prie Dieu que tu aies un bon mari. Et donc, toi, ta réussite dépend du type de mari que tu as. Et ce bon mari, c'est entre guillemets un mari qui peut financièrement aider la famille à sortir la tête de l'eau. Encore une fois, moi, on me dit que j'exagère, mais c'est réducteur de ramener la jeune fille, la femme, à quel type de mari elle doit avoir au lieu de se construire. Donc, les mariages en face sont là. Mais ce qui est intéressant et pour nous réjouissant, c'est que de plus en plus, les filles comprennent et qu'elles osent, elles acceptent de dire non aux parents, elles acceptent de mieux se positionner. Ça, c'est parce que quelqu'un avait dit non, qu'elles disent non. Et ces premières filles, disons, ces premières qui ont été victimes, elles ne savaient pas qu'on devait dire non. Elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas qu'on devait et qu'on pouvait le dire, non. Justement. Qu'on pouvait dire non. Parce que tu peux vouloir le dire, mais tu peux vouloir le dire, devoir le dire, sans pouvoir le dire. Oui. Parce qu'il y a cette question. Ça me ramène à une expérience vécue avec le carnaval féministe que nous avons organisé avec Equipop, où nous sommes allés à la rencontre des femmes. Et dans les échanges, c'est une portion d'échange de donne, c'est qu'il y a des femmes qui disent « Mais nous, on ne savait pas qu'on devait faire ça. On n'avait pas l'information. Est-ce que c'est normal ?» Pour elle, c'est pas normal. Pour elle, on ne doit pas dire non. Pour elle, il y a ces sujets qu'on ne peut jamais débattre. En fait, c'est dans le subconscient. Vous voyez, ce sont ces choses qu'on a toujours vues, qu'on a vécues et qu'on continue à vivre après qui deviennent normales, tout simplement, pour nous, pour notre manière de voir des choses, pour notre manière de nous positionner. Et malheureusement, ça a énormément d'impact parce que ça peut entacher un peu notre bien-être, notre bonheur, parce qu'on nous a toujours appris que les autres comptent avant nous, que notre bonheur doit venir après les autres, puisque tout simplement, la femme, c'est le sacrifice, d'accord, mais moi, je rajouterais que ce sacrifice doit s'accompagner de notre bien-être avant. Oui, c'est ça, tout simplement. Et comment vous gérez avec les parents qui ne veulent rien entendre, qui disent que c'est pas votre problème du tout, vous intervenez, pourquoi, c'est pas votre famille, vous n'êtes pas liés, pourquoi venir s'initier dans la vie des gens? Comment vous gérez avec eux? Ces parents n'ont pas de choix. Ces parents n'ont pas de choix parce que généralement, la première partie, c'est qu'on va vers une négociation d'échange et puis avec ses parents pour voir est-ce qu'on arrive à les amener à changer d'avis sans forcément faire recours au service de protection. Si ce n'est pas le cas, on rappelle que nous sommes dans un pays de loi et plusieurs fois, on a eu à faire face à des parents avec lesquels nous sommes allés jusqu'en service de protection et finalement qui ont cédé.
qui ont cédé, mais il y a toujours les deux cas qui se posent. Bah, si vous ne voulez pas nous écouter, bah, on ne vous écoute pas non plus. C'est qu'on va terminer dans un service de protection pour assurer la protection de cette fille. Et ce qu'on fait au final, c'est qu'il y a une lettre d'engagement que ses parents signent pour dire on s'engage à respecter les droits de cette fille ou le cas précis qui se pose pour ne pas qu'elle soit mariée, pour ne pas. Et que nous, on suit plus tard. Alors maintenant, je ne sais pas forcément comment ça se passe au club, mais en tout cas, quand j'étais là, et même avec les filles qui sont venues plus tard, c'est comme ça se passait. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu abandonner? Oui. Oui. Et comment c'était? Oui, énormément. Alors, je pense que c'est plus ou moins, ça fait partie de l'une des raisons qui m'ont amené à changer un peu de vocation. D'accord. Puisqu'à un moment, je pense que je suis encore fatiguée. Je suis fatiguée. Le fait d'écouter matin, midi, soir, c'est réel ce qu'on dit parce que les gens pensent qu'on abuse. Non. En fait, le soir, tu te couches avec un cas de VBG. Le matin, tu te réveilles avec un cas de VBG. C'est-à-dire, tu te réveilles. La première chose, tu prends à l'époque où j'étais au club, tu prends ton téléphone, tu vois un cas. Le soir, en te couchant, tu raccroches avec un cas. C'est tellement pesant émotionnellement. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fou. Je racontais ça à une collègue. Vous voyez le cas de la petite qui vient de passer là. Le club a géré ça, qui a été battue. On a mis le piment sur tout son corps. Justement, on l'avait évoqué la semaine dernière. Oui. Je n'ai pas pu regarder la vidéo. Je n'ai pas pu écouter la vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, parce qu'on gérait le cas à travers le club avec les filles et tout. Donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la capture pour me dire, Kadiatou, est-ce que vous avez pu regarder la capture d'écran? En fait, je n'ai pas lu la légende. Le fait d'avoir vu la photo de la fille, ça a gâché ma journée. C'est extraordinaire comment j'ai pu arriver à ce niveau. Moi, avant, j'écoutais, je suivais des choses extraordinaires qui me faisaient ni chaud ni froid. Mais maintenant, j'ai du mal. Pourquoi vous avez du mal aujourd'hui? C'est parce que vous êtes maman. Ça compte aussi parce que l'émotion change. Pas que je suis maman. Je pense que avant de quitter le club, je n'étais pas maman. D'accord, mais ça a commencé déjà. C'était avant. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai changé de trajectoire. D'accord. Je me rappelle que j'ai eu une discussion une fois, bon, ouais, peut-être il a oublié, avec mon mari. À l'époque, on n'était pas mariés et il aimait bien sa nièce. Et donc, sa nièce passait souvent le temps avec lui. D'accord. Et donc, un jour, on se parlait au téléphone et je pense qu'il y a la petite qui était là avec. Donc, moi, j'ai entendu les cris de la petite. J'ai demandé, j'ai dit, ah, mais la petite là est avec toi? Il me dit, oui, elle a passé la nuit avec moi. J'ai dit, ah, mais en fait, je me suis affolée pour dire, mais comment ça se fait qu'elle a pu passer la nuit avec? En fait, je me suis pas retrouvée dans les cris, hein. J'étais là, je parlais, je disais du n'importe quoi. Oui, justement. Et il me dit, tu sais que c'est avec moi tu parles, tu peux te calmer? Et j'ai dit, oui, pardon. C'était énorme en fait, pour moi, je ne pouvais pas comprendre qu'un monsieur puisse passer la nuit avec une petite. C'est ça. En fait, j'ai oublié lui qui il était. En fait, je me suis braquée. Je pense que ça a commencé là. Et émotionnellement, c'est bizarre, mais je me retrouve plus avec les cas de VBG. Et donc, de plus en plus, j'essaie. Par moment, comme on le dit, par moment, je ne contrôle pas, je me lance dedans. D'accord. Mais je pense qu'émotionnellement, je suis fatiguée de gérer ces cas et que ça a énormément de répercussions. Mais le fait d'avoir ma fille a encore accentué la chose. Dire, et si c'était ma fille? Je comprends pas comment on parvient à en arriver à ce stade. C'est épuisant. Moi, je le dis, les militantes pour les droits des filles, des femmes, ont besoin d'être soutenues. Parce que le comble est qu'elles donnent tout. Elles donnent tout d'elles. Elles sans réserve. Mais au final, à la fin de la journée, comme on dit, the end of the day, il y a personne qui les demande comment tu vas, comment vous allez, qu'est-ce qui se passe, vous aviez besoin de quoi. Et donc, elles se retrouvent vidées de leur essence, vidées de leur énergie, vidées de leur pouvoir, vidées de leur bien-être. Et finalement, il y a transfert d'énergie, en fait. Ça risque, la personne qui vous appelle, vous lui donnez tout, et après, vous vous déchargez. C'est ça. C'est dur. C'est très dur. Et comment vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois plutôt dans une optique
de quelqu'un qui lève énormément de fonds pour mettre à la disposition des organisations féminines. D'accord. Elles font tellement de choses sans financement. Par moments, elles autofinancent leurs activités. Et moi, je pense que elles ont besoin de financement. Peut-être que ça peut passer par moi, par quelqu'un d'autre. Oui. Mais c'est comment moi-même, je peux me construire à être riche pour pouvoir venir en aide à ces personnes, à ces organisations qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Mais plus tard, c'est comment travailler dans une organisation qui peut m'aider à financer de manière assez structurée des initiatives de jeunes, parce que ce sont des jeunes femmes qui font des choses extraordinaires avec des fonds limités. Vous imaginez si elles ont des fonds, comment elles pourront aller encore plus loin dans leur quête d'initiative. C'est ça. Il faut toujours aider le côté, en tout cas, empathique. Il faut jouer sur ça. Mais on a besoin d'argent au-delà du côté. Souvent, les gens disent, elles ont l'argent, elles mangent l'argent des partenaires, si ils savaient. Justement, il y avait l'écho là sur les réseaux sociaux, il fut un moment. C'est pas, c'était dans quoi, quand vous avez parlé du budget. Non, même pas le fait de Gilka Bintou tout d'abord. Voilà, ça c'est le côté. On allait en venir tout à l'heure. Et comment est-ce que vous avez géré le cas? On va en venir tout à l'heure. Mais quand cette fois-ci vous avez parlé du budget qu'a le club des jeunes filles leaders. Ah, mais ces filles-là se font de l'argent. Hein. Bah si c'est comme ça, en tout cas l'activisme, moi je vais me lancer parce que là, voilà. Mais là c'est. Je m'en sors. Je dis mais est-ce qu'ils réalisent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Mais ils n'ont qu'à se lancer. Moi, la porte elle est grandement ouverte. On vous accueille à cœur ouvert. Bah, moi, en tout cas, je vais ouvrir mon ONG, hein. Après, je vais aller toquer la porte, devant les institutions. Ils vont me financer. Et puis, je me fais de l'argent. S'ils savaient. S'ils savaient que l'argent, là, c'est pas pour vous. Au-delà même c'est pas pour nous. S'ils savaient le travail derrière pour avoir cet argent-là. S'ils savaient comment cet argent est justifié. S'ils savaient comment on charbonne pour investir cet argent quand on dit on prend en charge des victimes, on accompagne des victimes. Prendre un avocat pour suivre un dossier, ça coûte combien? Ça coûte combien? Assurer la prise en charge médicale d'une victime, ça coûte combien? Tu n'as pas un minimum de moins de 1 million. En fait, et combien de cas on gère d'ailleurs? En fait, moi, je réponds pas à ces gens. Bah, si vous voulez essayer, venez tout simplement. Oui, on se fait beaucoup d'argent, c'est pour cela on est riche, donc venez. Venez, on va essayer. On va essayer quelque chose. On va juste changer vous allez savoir comment est-ce que ça fait mal. Donc, on va rapidement rebondir, avant de rentrer dans la deuxième phase de ce grand entretien. Et justement, rebondir sur le fait le cas de Gilka Bintou. Comment est-ce que vous avez géré? Le cas de Gilka Bintou était un cas particulièrement intéressant. Un cas particulièrement intéressant, je vois des gens dire pourquoi vous avez chargé autant le cas de Gilka Bintou et pas le cas des autres. Des autres, ouais. C'est parce que les autres qu'on gère n'ont pas besoin de pluie. C'est gérer tout doucement. Et après, on a ce qu'on obtient parce qu'on va en justice, on met des avocats à disposition et ce sont des cas de VBG comme les autres. Le cas de Gilka Bintou, il faut déjà savoir que les cas de violence conjugale ne sont pas gérés comme les cas de viol, de mariage enfant ou toute autre chose. Les violences conjugales, on a obligatoirement et généralement, comment on appelle ça? La participation de la victime est fortement requise. On a besoin de l'audition de la victime pour engager quoi que ce soit. Après, à moins que l'État veuille engager une action publique. Mais si nous, en tant qu'ONG, nous voulons engager quelque chose, pour des cas de violence conjugale, c'est dit par la loi, on a besoin de la victime, on a besoin de l'accord de la victime. Ça, c'est un. De deux, Gilka Bintou est une méga star en Guinée. Et donc, son cas pouvait servir de leçon pour dire là où votre méga star n'a pas été c'est épargné. C'est pas vous quand c'est même, pas nous simples citoyens lambda qui seront épargnés. Ça c'est très clair. Gilka Bintou, avec le cas de Gilka Bintou, nous on a eu énormément de filles qui ont brisé la parole qu'on a aussi accompagnées. Ça a permis de dénoncer. Et c'est malheureux comment ça s'est terminé. Peut-être qu'ils ne sont pas ensemble, je ne parlerai pas de ce cas de leur vie, si c'est à eux, mais c'est malheureux comment ça s'est terminé, parce que les gens qui sont censés nous protéger, si ce sont ces gens qui sont mis ensemble pour régler comme un ministère de réconciliation, bah c'est pathétique
qu'on en arrive là. Sidiki Diabaté était là quand son cas s'est passé et tout le monde a vu comment ça s'est terminé. Tous ses concerts ont été annulés. Tous ses sponsors se sont retirés tout simplement. Tout. Il a fait la prison, machin et tout. Après, il est ressorti et on continue à danser sur ses musiques. Ça ne change pas en réalité l'artiste qu'il est. Sauf que cet artiste a une personnalité de pervers narcissique et est une personne qui ne mérite pas sur ce coup-là, qui doit sentir que ce qu'il a fait, c'est pas top. C'est pas bien. On dit de prouver, est-ce que c'est pas IA? Comment? On nous dit, mais pourquoi elle a attendu tout un an, plusieurs mois pour dénoncer? Mais en fait, le processus de dénonciation d'une victime est très lent. C'est un processus hyper lent, c'est un processus compliqué, ça ne se fait pas du tic au tac. Et d'ailleurs, même si elle attendait 10 ans, 15 ans plus tard, c'est tout à son honneur. C'est peut-être quand elle sera guérie, peut-être qu'elle va prendre le temps de dénoncer. On ne juge la décision de personne. Chaque victime a son processus de guérison. Et on n'a pas à imposer un processus standard à qui que ce soit. Et donc, même si c'est à refaire pour Djelika Babintou ou toute autre personne dans cette position, on va le refaire parce que ce sont des porte-voix donc qui vont nous aider à véhiculer les messages, qui vont montrer aux filles que personne n'a à subir ces choses horribles parce que tout simplement elles sont des femmes ou même des hommes. Mais comme je le dis, moi je ne défends pas les hommes, je parle que des femmes. Maintenant, s'il y a des hommes qui pensent qu'on doit les défendre, bah, qu'ils se lèvent pour se défendre eux-mêmes. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, je vous rafraîchis la mémoire. On est sur ce plateau avec Madame Kadiatou Konaté. En tout cas, on va essayer d'aller avec la deuxième phase de ce grand entretien. Il est 8h passé de 36 minutes dans ce studio. C'est tout à l'heure après le générique. Nous sommes donc dans la deuxième phase de ce grand entretien qui est le confessionnal pour des questions un peu plus particulières. À mon invité du jour, je ne sais pas si vous vous attendez, en tout cas c'est... Je savais pas. Voilà. Okay. C'est le but, hein. C'est le but. Qui est Kadiatou Konaté? À la maison. Pas Kadiatou Konaté de Rio Tinto, pas Kadiatou Konaté de l'activiste qu'on connaît, hein. Qui elle est? Ah, c'est une question difficile à répondre. Mais je suis une jeune âme qui aime la vie, qui aime l'amour, qui aime le partage, qui aime le service. J'aime vivre le présent, j'aime donner de l'amour et j'aime recevoir de l'amour. J'aime embêter, j'aime rendre la vie dure aux gens, aux gens que j'aime. Pour moi, ils ne méritent pas la paix. Et donc, si je t'aime, tu ne mérites pas la paix. Tu mérites de souffrir avec moi. Et bah donc, je t'embarque dans mon bateau, quoi. On part ensemble. Je prends beaucoup de plaisir à vous embêter. Si vous savez que je vous aime, ben, ça me fait plaisir de vous rendre la vie misérable. C'est ça. Mais voilà. Et vous êtes une maman d'une... Oui, je suis maman d'une jeune fille, d'une petite canaille, Bintou. et puis voilà. J'aime la famille. Pour moi, la famille elle est très importante. Il fut un temps, c'était pas le cas. Je passais tout mon temps à voyager, à sortir. Je n'étais jamais à la maison. Tranquille. Ça, c'était avant le mariage. Et ce qui était dur dans ça, c'est que maman, on se parlait au téléphone. On vivait dans la même maison, mais à peine c'est au téléphone on se parlait. On se voyait presque pas. Papa, c'était pareil. Et je sais même pas c'était dû à quoi. C'était un déclic. C'était un échange avec, je ne sais, quelqu'un qui m'a dit, on ne peut pas être présent pour les gens dehors si on n'est pas présent pour les gens à la maison. Je pense que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, qui m'a ramené à réaménager le plus possible mon programme. De telle sorte que je sais que je ne peux pas donner de l'amour dehors si je n'ai pas de l'amour à la maison. C'est ça. Et pour avoir de l'amour à la maison, il faut que tu en donnes aussi aux gens qui t'entourent. C'est ça. Et ça redéfinit ma façon de voir la famille et ma façon d'être là pour ma famille. C'est quoi votre plat préféré? La fidi. La fidi. Affaire de la fidi, là même, je comprends pas. C'est pas pour rien que c'est un patrimoine national. Non, c'est la fidi. Justement, c'est pas pour rien. En tout cas, beaucoup de personnes aiment. Oui. Moi, je mange de la fidi. Matin, midi, soir. C'est quoi votre phobie? Ma phobie, c'est les violences. Le sang. Le sang. C'est le sang. Ah, j'ai du mal à voir le sang. D'accord. Ah non, je ne supporte pas. Ou quelque chose de très dur. C'est
la méchanceté, mais je sais pas comment expliquer. Tu vois, la cruauté, disons. Cruauté, oui, c'est ça, la cruauté. Ça. Le sang, et puis il y a la cruauté. Je n'ose pas, je ne m'imagine pas, je ne visualise même pas dans ma tête. Mais le sang encore, je pense que c'est le premier. Vos talents cachés du public. Yeah! C'est rire. Non, ça c'est pas caché. Mais si, parce que non, c'est pas caché, on sera pas d'accord. Parce que tout le monde sait que quand on voit Kadiatou Konaté au téléphone, quand on va sur le plateau, donc est-ce que ça c'est caché? Dites la vérité. Mais j'ai plusieurs manières de rire qui ne savent pas. Voilà, et ça par exemple, hein. Bon, un autre talent que moi je ne connais pas. Moi je connais la Kadiatou Konaté qui fait chaque jour. Donc voilà. Mon talent caché. Un autre talent, petit talent de bricolage, un talent d'une femme qui touche à tout, qui embrasse peut-être un tout petit métier à la maison que personne ne sait. Aucun métier. Aucun. Je suis ça métier. Mais j'aime tresser par contre. Tresser, d'accord. Alors, je n'aime pas tresser, mais je tresse. Je sais tresser. Ah, d'accord. Je précise. Je n'aime pas tresser, hein. Et Bintou a la chance, alors. Non, elle n'a pas la chance. Non, tu seras obligée de tresser. Elle n'a pas de chance. Parce que je n'ai pas de patience pour les tresses. C'est-à-dire, je peux commencer très bien, mais arrive à un moment, ça m'étouffe, j'ai des bouffées de chaleur. À droite, on commence petit, à la fin, on termine gros, quoi. Non, c'est vraiment quand j'ai bon cœur que je tresse, mais c'est très rare. Alors, prochainement, faut pas suivre ton cœur. Pardon. Alors, une avant-dernière question dans ce confessionnal. Avec une somme de 600 millions, que ferez-vous? Avec une somme de 600 millions, oui. C'est une partie. C'est-à-dire, je prendrai 300 millions pour investir dans des activités économiques pour des femmes. Des femmes, alors vraiment hyper compétitives, qui peuvent développer davantage leur activité, qui font déjà des activités et qui peuvent mieux se positionner. Je suis dans une optique, c'est ma façon de voir les choses, de créer des femmes fortes dans tous les secteurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment comment investir dans l'économie pour aider ces femmes à mieux se positionner, à travailler leur image de marque, leur rendement, et puis à les aider à mieux se positionner sur le plan économique. C'est ça. 300 millions, je prendrai 200 millions pour investir sur ma personne, ma formation, mon positionnement stratégique, mon mindset et tout. C'est vraiment investir sur qui je suis. C'est ça, exactement. 100 millions, je ferai en économie. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. En tout cas, je vais encore parler de la petite Bintou. Elle va profiter de 100 millions là. Donc, la dernière question, regardez cette caméra qui est là et dites à tous nos téléspectateurs, auditeurs, auditrices, si vous avez été sincère avec nous dans ce confessionnal. Ah oui, j'ai été très, 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 très sincère avec vous. D'accord, et j'accentue, mais très, très sincère. La dernière phase, tout à l'heure après le générique. Donc, nous sommes sur ce plateau avec Madame Kadiatou Konaté. On va finir en beauté avec cette interview. Alors, vos projets à venir dans quelques années, parce que vous avez tellement de choses. Je vais pas dire plus parce que je n'en sais pas. Je vous laisse parler. Mais c'est prendre le temps pour mon livre. D'accord. Alors, le livre, j'ai eu du mal à communiquer dessus. Parce que dès que c'est venu, les stocks ont été épuisés. Et puis, un second stock qui était venu qui est épuisé. Donc, j'avais du mal à communiquer parce que l'accès n'était pas là avec l'Harmattan. Mais oui, je vais vraiment prendre le temps pour... Il y a tout un projet lié à ce livre-là parce que l'idée, c'est comment faire connaître le matrimoine guinéen. D'accord. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, les femmes n'ont jamais... Ça, c'est venu de l'idée où on pense qu'en politique, vous voyez quand vous allez dans des partis politiques, machin et tout, vous avez les quelques femmes qu'on place parce qu'on veut juste dire qu'on a des femmes dans l'équipe et qui, à midi, se lèvent pour aller donner à manger à tout le monde parce qu'elles sont des bonnes femmes. Mais non. Et l'autre chose, c'est parce qu'on nous dit toujours les femmes sont absentes du pouvoir public, elles sont absentes du débat public et dans tout. Dans les prises de décision. Sauf que les femmes ont toujours existé. C'est notre matrimoine, j'ai envie de rappeler à la jeune génération. C'est pas nouveau le fait de voir des femmes leaders. Du tout. C'est pas nouveau de voir des femmes qui font du public speaking. C'est pas nouveau de voir des femmes qui sont qui font de la politique. Ça a toujours existé.
cependant d'être effacé de notre mémoire, parce qu'on n'en parle pas. Peut-être parce que c'est pas important pour nous. Sauf que si nous devons mieux nous positionner, c'est qu'on doit se rappeler de comment nos aînés ont fait, de comment ils étaient là, de comment leur présence a été un poids dans la sphère publique, politique de notre pays, dans la construction de notre pays, et ça a continué. Il faut qu'on apprenne à célébrer, à mettre en avant celles qui ont changé la donne. Et puis, c'était pas 1, 2, 3, parce que ce qui se pose, c'est qu'on a toujours tendance à utiliser 1, 2, 3 exemples pour éclipser les autres. Pas que pour éclipser les autres, mais pour éclipser même le combat. En soi, c'est pas un problème de personne, mais c'est un problème de système. Donc, quelque chose qui est systématique sur la place de la femme. C'est pour dire que la place de la femme, comme on le dit, nos mamans africaines, c'était celles qui cuisinaient. Eh ben non, nos mamans africaines, c'était pas que celles qui cuisinaient, c'était aussi celles qui changeaient les choses, celles qui amélioraient leur politique, celles qui faisaient énormément de choses pour renforcer le positionnement de notre pays à tous les niveaux. Et c'est ramener notre matrimoine. On parle du patrimoine culturel, mais moi, j'ai envie de parler de notre matrimoine culturel, de notre matrimoine sur l'éducation, de notre matrimoine sur notre positionnement en tant que femme. Et c'est d'où la question est venue. Et surtout sur l'analyse portée par la place de la femme dans la politique. Cette analyse du fait que pourquoi on continue, pourquoi ce système patriarcal est présent à tous les niveaux. Qu'est-ce que nous, femmes, nous sommes censées faire? On a tendance à dire les femmes ne s'entendent pas, elles ne se soutiennent pas. Mais non, il y a de ces femmes qui se soutiennent, qui s'entendent. Et le fait qu'il y a 2 personnes qui ne s'entendent pas, c'est tout à fait normal, c'est logique. C'est même pas parce que ce sont 2 femmes, mais c'est parce que ce sont 2 êtres humains. 2 êtres humains, il y a ces hommes entre eux qui ne se parlent pas. Mais pourquoi on ne parle pas de ces hommes? Pourquoi on ramène toujours ça à la femme? Parce que ce sont des stéréotypes. Moi, j'ai envie, à travers les mères de la liberté, on m'a demandé, vu que ça parle des femmes de l'indépendance, pourquoi je n'ai pas dit les mères de l'indépendance? C'était un titre auquel j'avais pensé. Après, sauf que je me suis dit, mais en fait, ces femmes dont je suis en train de parler ne sont pas limitées qu'à l'indépendance, même si c'était le gros lot du livre. Mais après l'indépendance, les femmes ont pris le relais et ont continué à lutter et à investir dans la construction de la Guinée. Ça ne s'est pas limité à elles. Donc, je parle des mères de la liberté, ces femmes qui continuent de plus en plus à construire la Guinée, à lutter. Elles ont besoin de se rendre visibles. Et l'autre chose que j'aimerais bien faire, c'est aider et amener les femmes à parler d'elles, à parler de ce qu'elles savent faire, à mieux se positionner. En fait, personne ne pourra parler à notre place, personne ne pourra vendre ce qu'on sait faire. On a, je ne dirais pas cette fausse humilité, même si c'est ce que j'ai envie de dire, mais on a cette question, cette éducation de dire, non, ça va, je ne dis pas ce que je sais faire, mais non, il faut dire ce que tu sais faire, sinon on ne saura pas ce que tu es censé faire, on ne pourra pas te confier ce que tu sais faire, parce qu'on va continuer à donner aux autres. Peut-être ma dernière phrase à ce niveau, sur le positionnement des femmes, pour moi, qui est hyper important, donc qui est mon projet central, c'est, j'ai envie de dire aux femmes, cette phrase ne vient pas de moi, mais j'aime bien et je l'utilise partout, pas politiquement correct, mais j'aime bien, c'est les femmes ayant le courage des hommes médiocres. Oui, les hommes médiocres, oui. On ne demande pas 3 fois aux hommes ce qu'ils savent faire. Nous, les femmes, on a tendance à être perfectionnistes, à vouloir que tout soit rose avant de nous lancer. Les hommes, quand ils veulent se linker, ils ne demandent pas est-ce que tout est rose. Ils se positionnent seulement. Ils disent on va apprendre au fur et à mesure. Ayons le courage de positionner nos sœurs, ayons le courage de partager les opportunités, ayons le courage de donner des opportunités d'apprentissage à nos sœurs, ayons le courage de laisser la latitude à nos sœurs d'apprendre à échouer et puis d'apprendre de leurs expériences. C'est normal, ça fait partie du processus. Personne n'a appris avec un bâton magique. Malgré nos études, il faut être à l'œuvre pour comprendre. Donc, ayons le courage de nous soutenir. C'est ça. Encore une fois, on n'est pas obligé de nous aimer en amour, comme on le dit, un amour inconditionnel, mais respectons ce que chacune est capable de faire et respectons les valeurs intrinsèques de chacune, offrant des opportunités. C'est ça, tout simplement. Donc, on va aller juste avec une toute dernière partie, c'est regarder la caméra et dites à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes, à même les hommes qui vous regardent ce matin, ces personnes qui vous inspirent, qui vous prennent comme modèle, qu'est-ce que vous leur diriez?
C'est dire qu'il n'y a pas un seul chemin de réussite. Il n'y a pas un seul modèle prédéfini de développement personnel. Découvrez qui vous êtes. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous passionne. Et vivez pleinement votre vie. Chacun vit sa réussite en fonction de ses propres expériences et en fonction de ses propres volontés. On n'a pas besoin de ressembler à qui que ce soit. C'est ça. Vivez pleinement. Chacun a son temps. Vivez comme vous le pensez. Dites ce que vous pensez, parce que si vous ne le dites pas, personne ne peut entrer dans votre tête pour comprendre ce qui se passe. Si ça passe, alhamdoulilah, bah, si ça passe pas, bah, ça va casser et vous allez continuer ou reprendre le processus jusqu'à trouver la meilleure manière. Ne vous sous-estimez pas, vous aviez un talent caché, vous avez quelque chose que vous savez faire. Utilisez cette chose, mettez à profit et puis profitez de la vie. Comme elle a dit, hein, profitez de la vie. Nous, en tout cas, on va profiter de notre vie en beauté. Madame Kadiatou Konati, en tout cas, merci à vous. C'est fait un réel plaisir. Hein? C'est un plaisir. Merci à vous également. Merci aux auditrices, auditeurs. C'était un plaisir d'être là. Et prenez soin de vous. Hein, vous en avez besoin.